Voilà, donc c'est les deux notions que je voulais vous apporter, qui sont des notions nouvelles cette année. Les greffes un peu identiques, que vous n'oublierez plus jamais. Et puis donc, dans les greffes de sang placentaire, savoir qu'on ne veut pas pénaliser en France les greffes de sang placentaire, mais qu'il y a actuellement, on a atteint un seuil qui nous permet de couvrir les besoins en France, au moins plus de 50% des besoins, parce que les autres 50% seront greffes exportées à partir des banques de sang placentaire étrangères, et que les résultats, notamment en termes de leucémie aiguë, semblent extrêmement prometteurs. Voilà, donc je vous interrogerai dans quelques temps sur tout ce que je vous ai dit là maintenant. Merci pour ces explications qui nous font voir quand même que tout bouge et tous les ans, vraiment, il y a du nouveau. Et que, bien sûr, c'est la persévérance qui paye et qu'on n'a pas de choix autre que de persévérer. Maintenant, le professeur Bertrand va nous parler du suivi à long terme des leucémies. Un sujet qui n'était pas trop d'actualité il y a seulement quelques années. Voilà, donc j'ai décidé aussi aujourd'hui de changer un petit peu, de ne pas vous parler d'ADN ni de science, parce que Morissette vient d'en parler, on a déjà parlé beaucoup ces dernières années. Et c'est vrai qu'on vous a parlé de l'importance des gènes, le docteur Marabel l'année dernière vous a montré l'importance qu'il y avait à développer les traitements immunothérapiques, que ce soit en modifiant les lymphocytes des patients ou en traitant par des anticorps monoclonaux. Donc j'ai voulu changer un petit peu de sujet aujourd'hui aussi, même si, comme l'a dit juste avant Morissette, l'étude des gènes est toujours aussi importante, et tous les enfants actuellement qui arrivent dans le service ont une étude extensive des gènes impliqués dans leur leucémie pour pouvoir les traiter au mieux, proposer des greffes quand c'est nécessaire, proposer des traitements conventionnels quand cela suffit, pouvoir proposer des thérapies ciblées dont on vous a parlé aussi il y a quelques années. Donc bien entendu, ces études biologiques sont poursuivies grâce à votre aide, et je vous remercie encore de votre participation et aussi de votre aide que vous nous apportez année après année et qui nous aide à poursuivre au plan biologique. Mais comme on l'a souligné aussi maintenant, les enfants guérissent de mieux en mieux. Quand j'ai commencé mon internat, c'était 50% de guérison dans les leucémies lymphoblastiques de l'enfant. Maintenant, c'est 90% de guérison, donc c'est bien, c'est pas encore suffisant. Et comme c'était souligné, on espère bien, avant le départ à la retraite, arriver à 95 ou 100% de guérison. Et donc le point important que je voulais discuter avec vous ce soir, c'est que maintenant qu'on guérit 90% des enfants, on aimerait savoir ce qu'ils deviennent à long terme. Et ça, c'est nos collègues de Marseille qui ont initié cette étude il y a quelques années, on les a suivis. Et cette étude s'appelle l'étude Léa. C'est l'étude de suivi à long terme des enfants traités pour leucémie aiguë dans l'enfance ou l'adolescence. Et on essaye actuellement dans 13 centres en France, les plus grands centres, Lyon, Marseille, Paris, Bordeaux, Lille. Donc 13 centres en France participent à cette étude. Et on essaye de reconvoquer systématiquement tous les patients qui ont été pris en charge depuis le début des années 80. Donc je revois mes consultations de pédiatrie, des patients qui ont 35, 40, 45 ans. Donc on reconvoque systématiquement les patients qui ont été traités dans nos services en France durant ces 30 dernières années. Alors effectivement, le taux de guérison était moins important dans les années 80 qu'actuellement, et là on a plus de guérison, mais on essaie de reconvoquer tous ces patients, de voir ce qu'ils sont devenus. Donc c'est une cohorte de suivi à long terme, qui est coordonnée à Marseille, donc c'est quelqu'un d'indépendant qui fait les analyses, c'est pas quelqu'un qui est dans un service d'hématologie, c'est M. Auquier qui est professeur de santé publique, donc il y a bien l'habitude des cohortes de patients, qui a travaillé sur les patients opérés du cœur, sur les patients suivis en chirurgie orthopédique, et là donc il travaille sur le plan statistique, sur les patients qui ont été traités dans les différents centres en France, avec les différents protocoles, et c'est lui qui recoupe toutes les données. Et comme je vous le marque sur cette diapositive, actuellement, à la fin de l'année 2012, 2046 patients qui avaient été traités entre 1980 et 2010 avaient été revus en consultation. Et comme certains patients ont été vus 2 fois, parce que je vais vous indiquer après, on essaie de faire des consultations successives, ça fait plus de 3000 patients qui avaient été revus, et avec un suivi moyen par rapport au diagnostic qui était de 12 ans. Donc on avait déjà pas mal de recul par rapport au diagnostic de la maladie. Donc comment on fait? Donc les buts de l'étude, c'est d'améliorer la prise en charge des patients, mais aussi d'améliorer nos connaissances, parce que c'est bien beau de guérir, on en parlait tout à l'heure, et c'est bien beau de guérir d'une leucémie, mais dans quel état on guérit aussi? Que deviennent les patients 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans après? Est-ce qu'ils ont des problèmes? Est-ce qu'il y a des soucis dans la mesure où un certain nombre de ces patients étaient perdus de vue? On en a certains qu'on revoit dans les réunions ici, d'autres qui nous envoient des petits mots, qui nous donnent des nouvelles. Mais en gros, on avait des nouvelles de 10 à 20% des patients qui étaient guéris, et 80% des patients étaient totalement perdus de vue.
Et le fait de faire cette étude nous permet de revoir un peu tout le monde. Et c'est à mon avis une recherche aussi importante que la recherche biologique. À mon avis, c'est aussi important que l'ADN, aussi important que les études qui sont faites sur les greffes actuellement, que de voir ce que deviennent les patients qu'on a traités et de voir s'ils ont des problèmes et comment est-ce qu'on peut améliorer, comment est-ce qu'on peut modifier nos chimiothérapies, modifier nos traitements pour essayer de diminuer les problèmes s'il y en a. Donc en pratique, on reconvoque tous les 2 ans les patients à partir de 4 ans de suivi. Donc les patients sont vus dans cette étude-là à 4 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans de suivi. Et ensuite, on les reconvoque tous les 4 ans. Et la convocation, effectivement, on a pas mal de patients qui ont déménagé, qui peuvent habiter loin. Certains patients habitent à l'étranger, donc certains profitent d'un retour en vacances pour voir la famille, pour venir nous voir. Pour d'autres, c'est des consultations téléphoniques et c'est le médecin traitant, là encore, comme l'a souligné Mathias Schefteler, qui a tout son intérêt pour faire les consultations de suivi et qui nous donne des nouvelles des patients. On essaie d'avoir un retour systématique au plan médical. On fait des examens biologiques en fonction du traitement reçu. Effectivement, on s'est aperçu que les enfants, notamment qui avaient été greffés, ont malheureusement plus de problèmes et plus de séquelles que ceux qui n'ont pas été greffés. Donc les bilans sont différents en fonction du traitement reçu. Pour les enfants qui n'ont pas été greffés, le traitement est très simple. C'est une numération formule sanguine, un bilan du foie, un bilan du rein et une vitesse de sédimentation. Donc vous voyez que c'est très simple. Pour les patients qui ont été greffés, on va un petit peu plus loin avec des études du bilan lipidique, glycémique, du bilan endocrinien pour voir s'il y a des problèmes. On fait des radios éventuelles, un bilan oculaire, je vais vous en parler juste après. Donc les bilans sont adaptés en fonction du traitement reçu. Et bien entendu, le plus important, le but de l'étude au départ, c'était de faire un questionnaire qualité de vie. Donc on fait travailler nos anciens patients et leurs parents quand les enfants sont encore mineurs. Et donc ils ont à chaque consultation un petit questionnaire de 10-15 pages à remplir sur ce qu'ils ont fait. Donc on voit ce qu'ils ont fait au plan scolaire, comment est-ce qu'ils sont insérés dans la vie, quel est leur métier, est-ce qu'ils ont pu avoir des enfants, est-ce qu'ils ont pu avoir un prêt bancaire, ce qui est une chose importante quand on devient adulte et qu'on était malade dans l'enfance. J'ai de plus en plus de patients à 25, 30 ans, 40 ans qui veulent acheter une maison, qui doivent déclarer qu'ils ont eu de la chimiothérapie dans l'enfance et ça peut leur poser des problèmes. Donc on essaye de mettre à jour tous ces problèmes, donc tous les problèmes sociaux, les problèmes d'insertion, les problèmes de ce qu'ils vivent de bien, donc de comparer par rapport à la population générale. Et c'est là que prend tout son intérêt le service de santé publique dirigé par M. Auquier et qui permet d'avoir toutes les analyses sur la population générale en France et de voir si les patients qui ont eu une leucémie ou un cancer dans l'enfance sont défavorisés quand ils sont guéris 20 ans ou 30 ans après. Donc ce questionnaire qualité de vie est au départ la partie principale de l'étude, mais on s'est dit quitte à revoir les patients, quitte à leur donner un questionnaire, autant faire un petit bilan médical et voir où ils en sont pour essayer d'avoir le maximum d'informations sur ces patients. Et donc les premiers résultats sont assez encourageants. On s'aperçoit que les patients qui ont été traités, qui ont uniquement eu, si je puis dire, un traitement de première ligne, et Morissette Michalet l'a dit, on a la chance chez l'enfant, et on en a déjà parlé, que les anomalies moléculaires des leucémies de l'enfant soient plus simples à traiter, entre guillemets, parce qu'elles sont plus sensibles à la chimiothérapie. Donc on guérit effectivement plus d'enfants leucémiques que d'adultes. On a la chance que 80% des enfants qui guérissent de leur leucémie n'ont pas besoin de greffe et donc n'ont pas de séquelles potentielles liées à cette greffe. Et donc on a eu le plaisir de voir que la plupart des enfants, adolescents qu'on avait pris en charge depuis le début des années 80 avaient un état de santé parfaitement satisfaisant. Le principal problème que nous avons rencontré est celui des ostéonécroses, c'est-à-dire des nécroses des os, principalement au niveau des hanches, mais parfois aussi au niveau des épaules, des genoux, des os des pieds, et qui est lié à la cortisone qu'on utilise à forte dose dans le traitement des leucémies de l'enfant. On l'utilisait d'ailleurs à des doses beaucoup plus importantes dans les leucémies de l'enfant que chez l'adulte, notamment dans les protocoles les plus anciens. On s'aperçoit que pour les enfants qu'on a traités, qui ont guéri avec un protocole de première ligne, qui ont guéri du premier coup avec 2 ans de traitement pour une leucémie lymphoblastique, le principal souci à long terme, effectivement, est celui des ostéonécroses, qui est plus fréquent chez l'adolescent que chez le jeune enfant, qui est plus fréquent chez les filles que chez les garçons. Et donc dans les prochains protocoles, on veut essayer de voir si on ne peut pas modifier. La cortisone, malheureusement, est toujours un traitement indispensable dans le traitement des leucémies. C'est un médicament simple, un médicament ancien, mais il y a des récepteurs à la cortisone sur les cellules leucémiques. Donc on ne peut pas se passer de la cortisone. Mais il y a certains essais qui montrent qu'on pourrait peut-être l'utiliser de façon plus fractionnée. Au lieu de donner 1 mois de cortisone ininterrompue, on pourrait peut-être donner ça par des cures plus courtes d'1 semaine, alternant avec 1 semaine d'arrêt, pour essayer d'éviter ces séquelles. Donc là encore, c'est un des points sur lesquels on veut travailler. Et ensuite, donc, il y a les problèmes qui étaient liés à la radiothérapie, mais là aussi on en a longuement parlé ces dernières années. Depuis de nombreuses années chez l'enfant, on a essayé pour les leucémies de supprimer la radiothérapie et de la remplacer par des chimiothérapies intensives, par des ponctions lombaires,
qui permettent d'administrer au niveau ménager les médicaments chimiothérapiques et qui permettent d'éviter ces rayons. Et on est relativement satisfait dans nos protocoles EORTC qu'on faisait à Lyon depuis le début des années 80. On a supprimé la radiothérapie, on était les premiers au monde à supprimer la radiothérapie crânienne pour l'enfant, on l'a supprimée dès la fin des années 80, et on s'aperçoit qu'effectivement, les principales séquelles sont liées à la radiothérapie. Et actuellement, il y a encore quelques protocoles dans le monde de leucémie de l'enfant qui continuent d'irradier sur le crâne, et moi, mon opinion est faite que la radiothérapie crânienne dans les leucémies de l'enfant ne sert à rien, et ça ne peut que provoquer des séquelles de croissance chez les jeunes enfants, éventuellement des cancers cérébraux secondaires, des problèmes de développement psychomoteur, des problèmes de séquelles. Et donc on est assez satisfait au vu de ces résultats, de voir qu'on est parmi les premiers à avoir supprimé la radiothérapie et qu'on a évité comme ça, tous les enfants qui ont été traités dans le service depuis la fin des années 80 ont évité la radiothérapie crânienne et donc n'ont pas de séquelles de ce côté-là. Ensuite, il y a le problème des greffes. Donc Morissette et Michel a bien insisté sur les différentes modalités de greffe que l'on peut faire, et même si la greffe est toxique, elle permet de sauver des vies. Et donc chez l'enfant, un peu moins que chez l'adulte, nous continuons à faire des greffes, parce que quand la maladie est résistante, quand on a certaines anomalies moléculaires qui montrent que la maladie va résister à la chimiothérapie, il faut qu'on fasse des greffes. Et grâce à l'étude de la maladie résiduelle dont on a parlé, et vous avez contribué à son développement par les fonds que vous nous avez donnés, cette maladie résiduelle permet de sélectionner très rapidement les enfants qui ne vont pas répondre à la chimiothérapie conventionnelle, les enfants qu'il va falloir greffer. Et donc les enfants qui sont greffés sont l'objet de toute notre attention, parce que c'est les enfants qui sont greffés qui ont des traitements plus lourds, ils ont des chimiothérapies plus intensives avant la greffe, ils sont souvent malheureusement encore irradiés, donc ils ont encore de l'irradiation dans leur conditionnement. Et on s'est aperçu avec l'étude des cohortes qui ont été établies de tous les patients qui ont été suivis à long terme qu'un certain nombre de problèmes survenaient et pour lesquels des publications ont déjà été effectuées dans des revues internationales. Donc le premier problème qui survient, c'est le syndrome métabolique et qui est plus fréquent quand les enfants ont été greffés, plus fréquent quand les enfants ont été irradiés, plus fréquent quand les enfants ont été greffés en bas âge. Et donc c'est un problème qu'avec une obésité, une hypertension, des anomalies lipidiques, glycémiques. Et donc c'est un problème que le suivi à long terme nous permet de dépister chez des patients qui n'étaient pas dépistés s'ils n'étaient pas venus à cette consultation. Donc ce syndrome métabolique maintenant est surveillé de très près et en partie lié à l'irradiation. La deuxième complication que l'on voit, c'est les problèmes endocriniens. Là encore, la préparation à la greffe, qui comporte encore souvent de l'irradiation corporelle totale, entraîne des troubles au niveau des hormones. Donc il y a des problèmes au niveau des gonades, sur la fonction de reproduction, il y a des problèmes au niveau de la croissance, quand on greffe des enfants en bas âge, et il y a des problèmes aussi au niveau de la thyroïde, et tout ça, c'est des points que l'on suit très régulièrement. Mais inversement, on a eu le plaisir de voir, alors qu'il y a des tas de patients à qui on avait dit, et de patientes à qui on avait dit qu'ils étaient sans doute stériles, on a eu le plaisir de voir certaines patientes qui avaient été greffées, qui ont reçu une irradiation corporelle totale à 12 ans, 13 ans, 14 ans, et qui 10 ans, 15 ans après sont revenus avec des enfants qui ont été conçus de façon spontanée, sans procréation médicalement assistée. Donc ça, c'était une surprise. On va sûrement entamer, grâce à cette étude-là, reprendre tous les cas de jeunes femmes qui ont pu avoir des enfants naturellement en France, malgré une greffe. Et ça, c'est des choses vraiment... Il y a des jeunes femmes à qui j'avais dit qu'il y avait de grands risques qu'elles soient stériles. Il y en a une encore où j'avais dit... Vous voyez comme quoi on peut se tromper, mais quand on se trompe dans ce sens-là, c'est bien. Elle était venue à la consultation Léa, elle avait 25 ans. Je lui ai redit, malheureusement, tu as été greffée, il y a un grand risque que tu sois stérile. Un mois plus tard, elle était enceinte, et 9 mois plus tard, elle a accouché d'une jolie petite fille. Donc vous voyez, tout n'est pas désespéré, même s'il y a des grands risques de troubles endocriniens après la greffe, on peut avoir des surprises favorables de l'autre côté. Et là encore, cette étude de cohorte Léa, en nous permettant de revoir tous les patients greffés 10 ans, 15 ans, 20 ans après, va nous permettre de progresser sur notre compréhension des choses. Et vraiment, on aura plus d'éléments sur les problèmes endocriniens qui se posent après les greffes. Et ensuite, les problèmes supplémentaires qui sont liés à l'irradiation sont problèmes ophtalmologiques. Et là encore, par comparaison avec les enfants qui avaient reçu des greffes sans radiothérapie, on a pu voir que les cataractes qui survenaient parfois 10 ans, 20 ans après la greffe étaient en grande partie liés à cette irradiation corporelle totale. Les enfants ayant eu des conditionnements sans irradiation, n'ayant pas ces problèmes oculaires, la cataracte est un problème moins grave parce que ça peut être opéré. Et donc le protocole que nous sommes en train d'essayer d'activer au niveau pédiatrique, et quand on fait un protocole maintenant en pédiatrie, il y a tellement peu d'enfants greffés, comme vous l'a dit Morissette Michelet juste avant, on est obligé de poser des questions, de tirer au sort, dans la mesure où on a vu qu'un grand nombre de séquelles chez l'enfant étaient liées à l'irradiation, et notamment à l'irradiation corporelle totale qui est nécessaire pour la préparation à la greffe,
et les séquelles sont d'autant plus importantes que l'enfant est plus jeune, nous avons décidé au niveau européen de débuter un protocole, donc ça j'espère vous en donner des nouvelles dans quelques années. C'est un protocole qui devrait démarrer en 2014, et comme on a vu que c'était l'irradiation qui était responsable du plus de séquelles chez les jeunes enfants, notre objectif c'est d'essayer de greffer les enfants qui ont des leucémies lymphoblastiques sans faire de radiothérapie, et en faisant un protocole purement chimiothérapique. Donc en faisant un protocole purement chimiothérapique, on est pratiquement certain d'éliminer un certain nombre de séquelles. Maintenant, on ne veut pas perdre en nombre de guérisons. Maurice Michelet vous a montré les très bons résultats qu'on obtient, que ce soit avec des greffes de sang placentaire ou des greffes familiales. Actuellement, on est à 80-90% de survie après greffe chez l'enfant dans ces maladies. On aimerait décroître la toxicité du traitement, mais on aimerait guérir toujours autant d'enfants, si ce n'est plus. Et donc, il y a une question qui se pose, et pour faire ce protocole, là encore, on va tirer au sort pendant quelques années. La moitié des enfants le conditionnement classique avec les rayons, et l'autre moitié des enfants recevra le conditionnement sans rayons. On espère non seulement avoir moins de séquelles, mais surtout avoir autant de guérisons, parce que le but, ce n'est pas de provoquer plus de rechutes. Donc vous voyez que ces études de cohorte à long terme nous permettent de faire le point sur les problèmes et sur les séquelles liées au traitement que nous avons administré à tous ces enfants et adolescents durant les 20 ou 30 dernières années, pour essayer d'améliorer les choses et de mieux comprendre. Et je dois dire, c'est nos collègues de Marseille, encore une fois, qui ont eu l'idée de cette étude de suivi à long terme. Et c'est actuellement les seules études de cohorte comme ça, à grande échelle, qui soient menées. Aux États-Unis, il y a quelques centres qui ont fait des études, mais en monocentrique. C'est vraiment une étude qui se passe au niveau de toute la France. Et actuellement, aucun pays européen n'a mené une telle étude. Et on aura, je pense, si l'étude se poursuit, un rythme d'inclusion qui se fait de plus en plus, on arrivera rapidement à 4000, 5000, 6000 patients, et avec des données sur 6000 patients, on aura très rapidement des informations importantes sur les problèmes liés au traitement que nous avons administré durant toutes ces années. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Vous voyez qu'on n'a pas fait beaucoup de sciences, mais c'était pour vous dire que la recherche, ça n'est pas que de la biologie, ça n'est pas que des anticorps monoclonaux, ça n'est pas que de l'ADN. L'ADN est très important, tous nos patients sont étudiés, et on a besoin d'argent malheureusement pour toutes ces études, pour séquencer les gènes de tous les patients qui arrivent avec des leucémies myéloblastiques ou lymphoblastiques. Mais la recherche, c'est aussi celle qu'effectue Mathias Schell. Il vous a parlé du versant hospitalisation à domicile, il y a aussi tout le versant soins palliatifs, il y a tout ce versant d'études des séquelles. Et donc je pense qu'il y a plusieurs types de recherches qui peuvent être envisagées. Toutes les recherches sont aussi importantes. Et c'est en se penchant sur ce qu'on a fait dans le passé qu'on peut essayer d'améliorer les choses et améliorer les traitements de l'avenir. Donc merci encore à vous tous pour tout ce que vous faites, et merci à monsieur et madame Vernet pour leur accueil. Alors merci très sincèrement de toutes ces explications qui nous confortent mais complètement dans l'intérêt que nous avons à vous aider, et que le choix que nous avons fait d'aider vos deux services sont excellents. Et maintenant, on va écouter un petit peu le parcours de Daniel, qui est guéri de la leucémie, et qui n'hésite pas non plus à se coltiner pour parler de cela, parce que c'est pas évident d'avoir traversé tous ces moments très difficiles et d'accepter d'en parler. Oui, voilà. merci. Merci. Non, c'est avec plaisir que je vais en parler. Alors, je vais déjà me présenter, c'est la moindre des choses. Je vais vous parler de mon parcours médical, comment et pourquoi je suis ici, comment j'y suis arrivé. Bon, je m'appelle Daniel Larlet, j'habite dans l'Isère, marié, 2 enfants. Je suis né à La Clette en 1946, comme je pense beaucoup de personnes qui sont ici présentes. Je me suis marié en 1968. J'ai travaillé chez Potin à La Clette, j'étais à l'école à Chauffaille, et on est parti dans les airs en 1972. Voilà pour situer un petit peu mon parcours personnel. Mon parcours médical. En 2000, suite à un don du sang, une formule sanguine anormale est décelée. Bon, je contacte, l'EFS me contacte en me faisant part de ça. Je prends contact avec mon médecin généraliste qui me dirige vers le docteur Vivant sur Lyon. Les examens sont faits. On décèle une leucémie lymphoïde chronique, une des leucémies
les moins virulentes et qui, logiquement, progressent lentement. Bon, ça, 2000 se passe normalement, début 2001 aussi. À la mi-juillet de 2001, anémie. Je faisais beaucoup de VTT. Un beau jour, je suis tombé à genoux à côté du VTT. Ça fait drôle. Bon, partant de là, je recontacte le docteur Vuvant. Et heureusement que j'étais donneur de sang quand on avait fait les examens en 2000, sinon c'était la grosse cavalerie. Là, on savait ce qu'il y avait. Donc j'ai eu des transfusions. J'ai dû avoir 9 transfusions en l'espace de 11 semaines. Après, j'ai eu des hauts, des bas. 2002, de nouveau une anémie. Retransfusion. On m'a enlevé la rate parce que quelquefois, c'est un organe qui peut générer ces anémies. Il n'y a pas eu de résultat là-dessus. 2003, début 2003, on recommence. Là, je me suis posé un peu la question en disant bon, il faudrait peut-être que je voie un autre spécialiste pour confirmer, affirmer ce qui se faisait actuellement. Donc, je prends contact avec le professeur Soto à Grenoble, qui me confirme le diagnostic du docteur Vuvant. Il dit c'est tout à fait ça, mais aujourd'hui, il faudrait passer à la vitesse supérieure. Bon. Il dit on peut faire ça chez moi, je peux le faire ici au CHU de Grenoble. Il dit autrement, vous pouvez aller sur Lyon, chez le professeur Michelet. Nous étant Morestel, on est plus proche de Lyon, on est plus lyonnais que grenoblois, le choix a été fait comme ça. Mon premier contact, Édouard Herriot, s'est fait avec le docteur Michelet, mais pas Morissette Michelet, sa fille, qui partait quelques jours après, je crois, sur Lyon-Sud. Donc, après j'ai vu le professeur Michelet. 2003, les examens ont continué. Le docteur Vuvant avait anticipé en me disant, vous avez frères et sœurs, on va faire un groupage HLA pour voir s'il y a des compatibilités dans la famille. Donc 2003, les recherches se sont faites. Fin de l'année, je savais que j'avais 2 donneurs possibles, une sœur et un frère. 2004, je vais voir Madame Michelet, elle me dit, est-ce que vous êtes prêts? Vu que ça n'est pas trop mal, je dis oui, je suis prêt, mais enfin, je ne suis pas emballé, voilà, je ne souffrais pas particulièrement. Donc c'est là où on se met d'accord, et ben ok, on va préparer la greffe. Donc les chimios pré-greffe de mois d'août jusqu'à novembre. 2005, le 3 janvier 2005, l'entretien pré-greffe avec mon donneur. Le donneur qui avait été retenu, c'était mon frère, en dernier recours, par le monde médical. Avec ses raisons, certainement, tout à fait, évidemment. Donc, l'entretien pré-greffe avec le donneur, je vous garantis, quand on sort de là, on se pose des questions. C'est quelque chose d'assez lourd, il faut vraiment... Enfin bon, on y allait, il a fallu y aller. Donc, le 12 janvier, hospitalisation. Le 18, la greffe. Mon frère avait été prélevé par Sita Ferrez le 17 et le 18. Le 18, quand on a fait la greffe, il était dans la chambre, au pied de mon lit. On était très sceptiques, ça va marcher, ça va pas marcher. Je pense que la question que se posent tous les patients et tous les donneurs quand on a la chance de les connaître quand c'est en famille. Le 23, je suis sorti d'aplasie, et le 27, je sortais de l'hôpital. Donc ça allait bien. 4 semaines de chambre stérile, mais que 4 semaines, alors que beaucoup de malades y passent énormément de temps. Avec ça, bon, bah, rien de particulier, tout s'était bien passé. Après, comment ça s'est passé? Il y a eu les mois qui ont suivi, voire les années ont été assez difficiles. Enfin bon, c'était supportable, tout allait bien. Et puis je me suis dit, maintenant que j'ai eu la chance d'en sortir, je n'ai pas le droit de m'en arrêter là. Il faut aller au-delà. Il faut faire quelque chose pour inciter aux dons de moelle osseuse. Donc j'ai pris contact avec une association proche de chez nous dans l'Isère, qui est Ninon Soleil. C'est une association qui, comme Défi Anthony, a été créée autour et avec les parents d'une petite fille qui est décédée à 5 ans d'une leucémie. En 2000, on a fait 2 ou 3 manifestations avec eux, mais eux, leur but était plus destiné à juste titre sur les enfants. Moi, j'étais tout nouveau là-dedans, rétabli, mais enfin pas trop bien. Ça marchait pas à merveille. C'était pas ça, on n'était pas en symbiose. Et puis lors d'une visite annuelle chez Madame Michelet, je lui fais part de mes doutes. Alors elle me dit, ben, est-ce que vous avez une association
qui correspondrait plus à mon profil. Alors elle me dit, ben oui, j'en ai une avec qui on a très très bon rapport, mais le problème, c'est qu'elle n'est pas sur la région lyonnaise, et elle n'est pas du côté de l'Isère. Ah, elle est en Saône-et-Loire. En Saône-et-Loire, bon, moi je commence à regarder, oui, ben Mâcon, Châlons, on descend sur Montceau-les-Mines. Elle me dit, c'est vers Laclette. Ah, alors là, c'est tout à fait différent. Laclette, je dis, bah, écoutez, c'est mon pays natal, c'est notre berceau familial, le mien et celui de mon épouse, puisqu'on est plus de nos familles sont dans la région. Donc voilà comment on est venu à Défi-Antony. Le premier contact que j'ai eu à Défi-Antony, c'était à Saint-Edmond au galop pour la vie, où je suis allé là, j'ai vu Claude, mais j'avais une réticence en me disant, bon, tu vas aller voir le papa d'un jeune qui est décédé d'une leucémie, et toi, tu es sur tes 2 pieds, tu vas bien. Je ne savais pas trop, j'hésitais. Donc on a échangé un petit peu, et puis après on s'est revus sur différentes manifestations, notamment la marche de Varennes, on a fait l'Assemblée Générale en 2012, on a fait l'an dernier la marche de Sarago, et puis le raid en montagne 2013, qui s'est très bien passé. Donc voilà comment on est arrivé ici. Qu'est-ce qu'il y a après? J'en avais écrit 3 pages, mais j'ai laissé le papier à la maison. C'est plus une greffe de boîte qu'il faudrait, c'est une greffe de cerveau. Bon, on va passer à côté. Donc, après, j'ai dit, bon, mais il faut faire quelque chose. Malheureusement, on a eu un grand malheur cette année, cette fin d'année. J'ai perdu mon frère d'honneur. Alors, perdre un frère, bon, c'est déjà quelque chose, mais quand votre frère était votre donneur, donc votre 2e parent, c'est une épreuve. Mais bon, cette épreuve, il fallait passer au-dessus. Je dis, ben, on n'a pas le choix, il fallait y aller. Je dis, maintenant, il faut faire quelque chose, il faut essayer de faire pour le don de moelle osseuse. Donc, aujourd'hui, toutes les personnes qui sont là, on a la chance d'être ici, si on est là, c'est qu'on n'est pas trop mal, et toutes ces personnes, on peut tous prendre un risque, c'est celui de sauver une vie humaine. Comment? En devenant donneur. Bon, les moins de 18 ans ne peuvent pas donner, par contre ils peuvent s'informer et être prêts au moment de leur majorité. Les adultes de 18 à 51 ans peuvent devenir donneurs, et les plus de 51 ans peuvent en faire part dans leur entourage, dans leur famille proche, les enfants, les cousins, les frères et sœurs, enfin tout le monde peut être concerné par ça. Donc voilà ce que je voulais dire surtout. Et s'il y a un mot à dire, saisissez la chance de prendre le risque de sauver une vie en faisant ça. Merci Daniel, et quelle belle leçon de vie. On a déjà passé de bons moments ensemble, et puis on va continuer. Hein? Voilà. C'est vraiment un grand moment, c'était un défi pour moi, parce que ça va bien, enfin, il manque un peu de force, et quand je suis arrivé au lac blanc, c'était super. Voilà. Maintenant, on va laisser la parole à Pascal Alt, qui va un petit peu nous parler de l'organisation de ces 2 journées, sachant que pour nous, c'est pas forcément une nouvelle quête auprès de nos adhérents du tout. C'est par contre une demande d'idées autour des sujets qu'il va nous évoquer. Et puis, qu'est-ce qui peut être fait dans notre région, mais par des manières très simples, je pense. Qu'est-ce qui peut nous permettre de toucher d'autres publics? Voilà, ce sera un peu l'objet de l'intervention. Bonsoir. Donc, merci beaucoup à M. Alain Verneret pour votre accueil. Merci, Monsieur le Président. C'est difficile d'arriver après des exposés brillants et qui font le point sur la recherche et puis le témoignage sur le parcours. Alors, donc, oui, d'accord.
quelques slides rapidement et vous présenter en deux mots ce que fait 100% la vie, puis bien sûr les journées nationales, et comme l'a rappelé M. Vernet, leur objectif. En ce qui me concerne, donc moi j'ai repris l'association 100% la vie il y a tout juste un an. Je suis moi-même papa d'une jeune fille qui a été concernée par la maladie et qui a eu, elle, la chance de pouvoir bénéficier des deux types de greffes, d'une part par sa petite sœur et après ça par un donneur extra-familial. Alors c'est vrai, on parlait tout à l'heure d'Allemagne, de fichiers. En France, il faut savoir que le fichier des donneurs, aujourd'hui, il avoisine les 210 000 inscrits, alors qu'en Allemagne, c'est 5 millions. Ces Parisiens, ils sont pas doués. Ah, ça me rassure. Il n'y a plus de pile. Voilà. Bon, le constat très rapidement, vous le connaissez, ça c'est les chiffres 2012. 571 enfants atteints, ça fait 2 enfants tous les 3 jours atteints de leucémie en France, et puis 25 adultes qui voient brutalement chanceler quand on est jeune, les études, la vie en adolescent, les copains, les sorties, et puis quand on est adulte, eh bien, on a eu le témoignage que vous avez entendu, vous connaissez bien. Alors toutes ces incertitudes, je vais pas on va continuer en manuel. Ces incertitudes, elles ont donné naissance à beaucoup d'associations et aussi à 100% la vie en 1999, avec la particularité de regrouper, d'être un carrefour d'une part du milieu professionnel, médical, des professeurs, en particulier le professeur Étienne Willemer, malheureusement décédé, les associations de famille, qui de plus en plus ont souhaité s'investir, et puis bien sûr les patients et les familles, et puis des personnes de la société civile comme vous et moi. Simplement en 2 mots, 100% donc a permis de collecter près de 2 millions d'euros, de subventionner 90 projets auprès essentiellement des sociétés savantes, regroupe et s'appuie sur un système de manière interactive et moi et le professeur Michalet, on a tout fait pour développer les échanges avec les associations sur le terrain, et puis des parutions dans les journaux scientifiques importants et non pas des moindres. Bon, une équipe, à droite toute la partie associative, au centre la partie scientifique, et puis à gauche eh bien, les bénévoles, comme vous et moi. L'un des objectifs principaux, c'est la levée de fonds au travers soit des événements sportifs. Étant moi-même triathlète, eh bien, donc je suis à la disposition, bien sûr, de l'équipe du défi d'Anthony pour réaliser les challenges sportifs que vous souhaiterez. Donc insuffler des challenges, on en a 3 cette année sur un plan sportif, le semi-marathon de Paris, où une douzaine de coureurs spontanément collectent et puis s'inscrivent. Le marathon de Paris le 6 avril, et puis la course des héros, et puis il y en aura d'autres au 2e semestre. Voilà. Les journées interassociatives, c'est un autre pilier de cette association qui ont lieu une fois par an sur des thèmes scientifiques. Donc l'année dernière c'était le 1er juin avec l'équipe du professeur Michalet, puis qui sont l'occasion d'un échange, d'un état de l'art sur la science, mais surtout aussi de resserrer des contacts et de voir naître des projets. Et puis donc, alors cette carte des associations, environ 230 associations de familles en France qui sont engagées dans la lutte contre la leucémie. Donc certaines avec de gros moyens, d'autres avec moins, d'autres depuis très longtemps, d'autres récentes, mais c'est quand même... je suis certain que sur le plan épidémiologique, il y aurait un parallèle à faire avec, pour chaque département, les enfants, le nombre d'enfants, d'adultes plus touchés. Alors, les journées nationales. En fait, c'était un vieux rêve, je crois, quand j'ai repris avec Mme Michalet, on s'est retrouvé en septembre rue Corvisart avec quelques personnes bien dynamiques. Se dire, comment on redynamise les choses, comment on resserre les rangs, parce qu'il y a de plus en plus de projets, il y a de plus en plus de besoins, et ça devient difficile. Quelqu'un qui dit que quand on gravit l'Himalaya, ce sont les 200 derniers mètres les plus difficiles. Avec le leucémie, c'est pareil, et celle-ci donne du fil à retordre aux équipes.
Donc le moyen de fédérer, c'est de se dire sur un plan national comment intéresser toutes ces 230 ou la majorité de ces 230 associations d'une part, et d'autre part aussi sortir, tout à l'heure le professeur Michel l'a rappelé, sortir du milieu associatif, parce que depuis 15, 20 ans, 30 ans, et vous êtes depuis plus longtemps que moi investi dans la cause, la lutte, le maximum d'engagement, d'événements se fait au niveau des associations qui rayonnent chacun autour d'elles sur un cercle, mais le grand public lui-même, les 60 millions de Français ne se sentent pas tous, et c'est bien normal, on ne peut pas leur en vouloir, concernés par la maladie. Donc l'objectif, il est double de ces journées, c'est d'une part de collecter des fonds, bien sûr, pour la recherche, et d'une manière massive, pendant 48 heures, 2 jours, c'est-à-dire que pendant 2 jours, toutes les 230 structures, ou du moins parmi les 230 associations qu'on a vues tout à l'heure, toutes celles qui le désirent, pendant le temps d'un week-end, tout le monde se noie dans un collectif, on perd notre identité pendant 2 jours, on dit voilà, on collecte des fonds, et tous les bénéfices qu'on fait, les événements, etc., ça va pour la recherche, donc on a fait un pot commun financier, où les équipes des différentes régions de France, elles seront représentées au conseil scientifique et au conseil d'administration, pourront évaluer les meilleurs projets, on en parlait tout à l'heure de séquençage du génome, les meilleurs projets, les plus en vue, et surtout, on s'assure, avec de tels moyens, de financer ce ou ces programmes en fonction des montants, on ne sait pas encore combien on va collecter, pendant 5 ans. Et derrière, on mesure, c'est un bien gros mot, mais on vérifie l'impact que cela peut avoir, comme tout à l'heure, ça a été expliqué, sur les taux de guérison, d'une part la désescalade thérapeutique, ou comment on arrive à mieux guérir. Puisque l'objectif de financer la recherche, c'est d'améliorer les taux de guérison. Alors, ça a été un gros morceau, on arrive, c'est dans un mois, donc 29 et 30 mars 2014, c'est la première, donc il faudra être un petit peu indulgent, parce que c'est que des bénévoles, pour vous donner une idée, c'est une quinzaine de personnes, des 2 associations 100% la vie et Laurette Fugain, qui se sont posées comme organisatrices, d'une part parce que Stéphanie Fugain a un contact du fait de son métier, de ses relations avec pas mal de médias, et c'était important sur un événement national pour être crédible, et d'autre part 100% parce que nous avons une assise avec pas mal de professeurs et puis d'associations au travers des différents départements. Donc ces 2 associations sont organisatrices, mais, encore une fois, c'est ni Stéphanie Fugain, ni Laurette Fugain, ni 100% la vie qui collecte, c'est le collectif qui s'appelle Je, Tu, Il. Donc la déclinaison, c'est pardon, excusez-moi, je suis fatigué, je donne, tu cherches, ils guérissent. Donc il y a un cabinet qui a travaillé pour nous, un cabinet de com, marketing à titre gracieux, qui a fait toute cette campagne marketing. Il y a toute une campagne de communication dans les médias, donc télé, internet, les journaux, les gratuits, la presse online, le marketing online. Alors j'ai fait un bond, moi je suis ingénieur de formation, spectaculaire dans le marketing online, c'est-à-dire sur internet, avec les buzz, avec mes gamines s'en sortent mieux que moi, mais j'ai pris des cours. Et puis un site pour informer qui est déjà en ligne. Le site s'appelle contrelaleucémie.org, sur Google vous l'avez déjà en ligne, qui explique tout. Alors comment ça va se passer concrètement? Concrètement, dans 85 villes, il y aura le samedi matin à 9 h un lâcher de ballon quand c'est possible, avec présence d'un représentant de la mairie quand c'est possible. Si ça ne l'est pas pour des raisons d'élection politique, on n'insiste pas. Et puis, un réseau de quêteurs, donc c'est des étudiants, des bénévoles, pilotés par les associations de ces villes, engagées dans la lutte contre la leucémie, et qui vont pendant les 2 jours, le samedi et le dimanche, quêter. Donc on a une autorisation de quête sur la voie publique agréée par le ministère de l'Intérieur, qui est paru au journal officiel le 28 décembre. On a aussi déposé les statuts du fonds de dotation à la préfecture des Yvelines. Et puis, tout au long de ce week-end, il va y avoir du suivi médiatique à la télé. On espère avoir une exclusivité au journal de 20 h. Et puis sur les radios, notamment Radio France Bleu, puisqu'elle se décline en antenne régionale. Pour vous donner là aussi quelques chiffres, quelques indications, donc plus d'une trentaine, ce slide est un peu ancien, c'est 35 correspondants locaux dans chaque ville ou département. Plus de 400 points de collecte prévus, en fait je crois, de mémoire hier soir c'était 620, 11 des 50 plus grandes villes, des villes de plus grande densité d'habitants couvertes,
On est présent dans 85 villes. Lors de 2500 quêteurs, donc ça veut dire des chasubles, hein, des chasubles, vous voyez, des grandes chasubles, jeux de tuiles, avec un harnais, une flamme pour bien repérer les quêteurs dans la rue, avec leurs photos aussi sur le site internet. La présence et la participation de notre marraine pour l'événement, Vanessa Demouy, et puis de 3 chansonniers, dont Stéphane Bern, Bafi, et un troisième dont j'ai oublié le nom. Donc 25 000 dépliants, en fait, c'est 50 000 flyers. La remise d'un bracelet en tissu, donc c'est plus de 100 km de tissu à couper. On va l'envoyer en bobine. Et vraiment toute une chaîne de générosité, de bénévolat qui s'est mis en place pour faire de cet événement un vrai succès. Enfin, moi, j'en suis maintenant convaincu, même si les débuts ont été difficiles. Et puis, un engouement de beaucoup d'associations engagées dans la lutte contre cette maladie, avec une organisation très centralisée, mais en même temps un accès pour chacun au portail avec, il suffit de cliquer sur un lien et on a tous les documents. Ce qu'on a prévu aussi, c'est que pour chaque ville, une lettre traduite dans la langue des villes jumelées va être envoyée. Donc en espagnol, en anglais, en allemand, dans toutes les langues européennes, pour informer tous nos voisins. Voilà les grandes lignes, vous voyez le logo, hein, Je donne, tu cherches, il guérisse, contre la leucémie, 29 et 30 mars. Je crois que c'est un beau... Enfin, on était début janvier, avec le 26 janvier, voilà, au Corvisart avec Morissette Michalet, et quand on a lancé ça, voilà, on est parti... C'était un petit peu fou, enfin là aujourd'hui on sait que ça va fonctionner. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions. Ce qu'on propose aussi, c'est des tirelires en carton à déposer chez les commerçants. Et puis, vous pouvez à tout moment vous renseigner, soit sur le site, il y a une personne qui vous répondra dans la journée, soit au téléphone, soit auprès de moi-même, n'hésitez pas. Voilà. Bon, le fonds de dotation, j'ai rappelé, c'est collecter massivement des fonds. Ensuite, une équipe de scientifiques pour décider, bon, mettons que ce soit 1 million, 2 millions d'euros, 500 000 euros, je ne sais pas, qu'est-ce qui est vraiment utile, pour qui, un périmètre des leucémies aiguës, qu'est-ce qui fait vraiment sens. Et puis s'assurer que cela a un impact à long terme sur ces taux de guérison. L'organisation globale, vous avez un compte bancaire au centre, au Crédit Mutuel, qui a été ouvert la semaine dernière, des dons en ligne sur le site, des quêtes dans la ville en espèces, et puis des dons en ligne sur le site, des statuts au centre qui définissent le fonctionnement, un conseil scientifique, conseil d'administration avec l'ensemble des associations ou fédérations de parents engagés contre la leucémie qui siègent à ce fonds. Et puis à droite, c'est pas très lisible, pardon, le financement de programmes. En la recherche, voilà un bel ADN, ce qu'on fait, voilà une petite... comment on soutient la recherche. Bon, c'est vrai que ça coûte très cher, peu importe, mais tout ça pour arriver, voilà ce que disait tout à l'heure Yves, sur ces taux de guérison qui grâce à l'effort de chacun, moi voilà, en prenant la route ce soir pour la première fois, j'étais, enfin forcément, moi j'ai aussi ma gamine qui est à l'hôpital, voilà, j'étais plein d'admiration et de pensée pour ce que vous avez fait, et puis ce chemin que vous preniez, voilà, bon, bravo. Et il n'y a pas de petits dons, il n'y a pas de petits... Enfin voilà, faire du sens dans sa vie, bon, on est tous happés à un moment donné par la maladie, c'est à ce moment-là qu'on ne se rend pas bien compte que... Enfin, on a toujours des petites vies bien organisées, des fois qui peuvent devenir vite fait des petites vies à la con quelque part si on prend pas garde. Quand la maladie arrive, en fait on est un peu dépossédé de sa vie. On se rend compte qu'elle ne vous appartient pas. En même temps, on découvre voilà, des équipes voilà, qui ne baissent jamais les bras, qui sont là à chaque fois pour vous redonner l'espérance. Des petits coups de fil, un petit mot, un mail. Voilà, moi j'ai retrouvé bien des choses dans ce témoignage. Bon, le fait que vous soyez si nombreux aujourd'hui à ce tour-là, moi je trouve ça me fait chaud au cœur. Donc merci beaucoup pour votre accueil et votre attention. Voilà, bon, merci pour toutes ces explications. Alors, disons qu'un peu concrètement, ce qu'on pourrait demander dans l'immédiat, après chacun fera un petit peu ce qu'il veut avec ses journées, selon ses souhaits.
Ce qui serait peut-être intéressant, c'est que ce soir, si certaines personnes disent bah, « Tiens, moi, ces 2 jours-là, je pourrais donner un tout petit coup de main dans ma ville de Laclette, Chauffaille, Charolles, etc. » s'inscrivent tout simplement. Voire ensuite nous donner des éléments pour organiser quelque chose, pour voir ensuite avec M. Alt comment ça pourra s'arranger, les distribuer des urnes pour collecter les fonds. On pourrait redonner des détails. Mais ne pas partir ce soir avec seulement de bonnes intentions, mais ceux qui sentent dire tiens, ben, effectivement, l'importance, plus que 10 €, c'est de dire tiens, on pourrait peut-être passer un petit moment et puis vraiment aller toucher un autre public. Parce qu'il y a du monde, c'est cette maladie qu'on essaye d'éradiquer et touche quand même des gens et des enfants en particulier. Et là, on ne peut pas laisser ça comme ça, on le sait. On donne déjà beaucoup, alors on va continuer un petit peu plus. Alors déjà, merci pour tous ceux qui vont dire, allez, tiens, volontaire. Et il y en aura ce soir, j'en suis persuadé. Alors maintenant, on va continuer notre soirée, passer aux parties festives. Moi, j'ai vu qu'il n'y a pas trop d'enfants, parce qu'on va passer un petit peu le diaporama, où il y a des photos qui sont peut-être un peu plus inhabituelles, mais c'est pas grave. On verra que dans nos défis, on sait bien vivre, on sait prendre du bon temps, et puis malgré tout, c'est quand même le but d'organiser la vie pour qu'elle soit gaie. Alors on va maintenant passer ce petit diaporama sur nos défis 2013, en rappelant bien sûr que nous avons toujours réalisé nos 100% des sommes collectées qui seront reversées. Et d'ailleurs, c'était un petit peu notre discussion avec M. Alt de trouver justement cette approche-là également, parce que nous dites non. Voilà. Bonne séance. Félicitations à vous tous, parce que tout le monde participe à l'un ou l'autre, et c'est très bien. On vous le retrouve ici, je pense que c'est justifié. Maintenant, on va en venir aux défis pour cette année 2014. Il y en a déjà quelques-uns de prévus. Je le dis et je le répète, en tout premier lieu, notre défi des 100%. Des oreilles attentives. Et nous y tenons. Mais ça marche, il y a des solutions. Et si on peut peut-être même apporter des idées. Le deuxième défi que l'on souhaite, c'est que la plupart des adhésions soient renouvelées. Le troisième défi, c'est qu'en même temps que ces adhésions qui vont se renouveler, vous ameniez, si possible, un autre adhérent, donc par ce fameux parrainage. Alors ce soir, on devait avoir la présence de Marie-Thérèse Verneret du Théâtre d'Étang-sur-Arroux, qui, eux, font un soutien de notre association depuis maintenant plus de 10 ans. Ils sont en répétition et se sont excusés. Mais, dans tous les cas, ceux qui pourraient se rendre à leur représentation les 15 et 16 mars, ces représentations seront pour l'association du défi Antony. Ensuite, on a les 25 et 26 avril, le défi des copains.
Alors je demanderai peut-être à Hervé, oui, si tu veux bien venir le présenter. Alors le défi des copains, c'est celui où vous avez vu là maintenant, même par mauvais temps, on est capable d'effeuiller les jeunes filles. Mais c'était tellement sympa, c'était plus que sympa, c'était vraiment d'une... Moi je trouve que c'était du grand spectacle. On va payer parfois bien cher pour des spectacles qui ne valent peut-être pas celui-ci. Et puis d'autres animations, et là, Hervé est assez fort pour emmener la danse, et c'est toute sa bande de copains. Et il y en a pas mal de représentés ici. Oui, c'est surtout la bande de copains, moi je les suis, hein, c'est tout. Donc cette année, on sera à Saint-Maurice-les-Châteauneuf le 25 et 26 avril. Donc le 25 au soir, c'est vendredi. Il y aura une représentation de théâtre, donc c'est de l'improvisation avec de la Zumba. Et le samedi, donc on repart un peu sur le défi 2013. Donc il y aura 12 heures de cross non-stop. Mais ce sera cette année en relais et ils veulent établir un kilométrage pour essayer de faire un record pour le battre les autres années. Il y aura les mêmes animations que l'année passée, donc le bûcheron, il y aura de la country, de l'escrime, il y aura de la lutte, faut pas que j'en oublie. Il y a aussi... oui, mais ça vient se greffer par rapport à l'année passée, donc on aura une démonstration de tonte de mouton. C'est un jeune qui a 24-25 ans qui vient faire une démonstration. On aura un défilé de mode et les pelles reviennent à l'honneur, mais le gros souci cette année, c'est qu'il nous manque la personne à effeuiller. Donc il faut qu'on trouve une marguerite et c'est moins évident. Mais bon, ils viendront faire des démonstrations de pelles, c'est sûr, et puis bon, si on a la fille, j'ai eu le pelleteur l'autre jour au téléphone, le gros problème, c'est qu'il n'aura peut-être pas sa pelle, donc s'il n'a pas sa pelle, il ne va pas. Ouais, il a essayé sur sa belle-mère, il n'a rien eu. Donc non, on ne jouera pas le feu, voilà. Mais il y aura des belles démonstrations, ils ont prévu autre chose par rapport à 2013, donc ils vont jouer au boule avec des pelles. Voilà. Et donc le soir on finira par un repas, et donc voilà ce qui va se passer sur Saint-Maurice le 25 et le 26 avril. Pour la tentative mondiale, il n'y a pas de date fixée cette année, ça sera en mixte, parce que Fabien Amar, il ne peut pas être là. Et aux dernières nouvelles, ce sera au mois de juillet. Donc, Patrick Latcaraz reviendrait avec la championne du monde du tir à la lyonnaise qui est de Mâcon. Et ils veulent élaborer, ça s'est fait une fois, je crois, en tout et pour tout, et ils veulent élaborer un record aussi. Voilà. Donc, je tiendrai au courant pour les dates. Voilà. À préciser que cette tentative de record se ferait en collaboration avec l'association de foot de Laclette. Non, Chauffaille-Laclette. Et ça se passerait à Laclette, normalement Au boulodrome de Laclette. Voilà, c'est bien. Donc on va essayer d'avancer là-dessus également. 1er juin, marche à Colombier organisée par Noël, qui nous fait découvrir un petit peu toute notre région, tous les villages, d'année en année. Alors, là, je lance un appel aux marcheurs, parce qu'on entend parler de randonnées où il y a 5, 6, 700 marcheurs. Et Noël, bon, on a eu parfois pas de chance avec le temps. Mais prenez-vous par la main et puis aussi amenez des amis pour faire cette marche qui est si sympathique. Et puis, je pense que vous avez même eu un aperçu, là où on en a tous les ans, de la beauté de nos paysages. Et comme je sais qu'également, vous ne savez pas tellement, vous n'êtes pas occupé les dimanches, vous y êtes cordialement invités. Merci d'avance. Le 22 juin,
maintenant une date qui se pérennise, une manifestation qui perdure. C'est l'organisation de la brocante à Charolles avec Marthe et Gérard, et puis d'autres également. Il y a tout un groupe de bénévoles. Alors vous voulez en parler un petit peu? C'est... Bon, on a vu que c'était également... C'est marrant, c'est sympathique. Hein. 22 juin. Alors, bon, si vous avez des... Donc il y a même une demande de subvention, alors déjà les revenus sont assurés, mais ils ne demandent qu'à être étayés par votre présence, vos achats, et puis peut-être pourquoi pas venir vendre ce que vous ne savez pas, pour débarrasser un petit peu les greniers. Ensuite, on a le 30 et 31 août, le raid qui, lui, dure depuis le tout début, et qui chaque fois est un fabuleux moment. On a maintenant un accueil, on a toujours eu un accueil très très sympathique, chaleureux dans les refuges. Disons que le produit a été plus difficile à vendre au tout début, parce que les Savoyards ne connaissaient pas notre association. Maintenant, on a pris l'habitude également de solliciter la presse locale. Bon, c'est peut-être que nous, ça ne nous concerne pas beaucoup, mais c'est remercier un petit peu en faisant connaître ce que les refuges sont capables de faire en accueil, tout particulièrement une association comme la nôtre. Et maintenant, on a même des dons par les refuges qui sont de plus en plus substantiels. Cette année, on a eu 1500 € par le refuge. En fait, il avait prévu, on négocie pas, c'est vraiment, on laisse complètement libre, parce qu'on dit bien que, quelle que soit la somme, on est toujours très très heureux, on ne discute pas le montant de la somme. Mais néanmoins, cette année, on est tombé sur des gens qui se sont retrouvés un petit peu ébahis par notre groupe. Ils avaient prévu de donner autour de 800 €. Et puis, quand ils ont fait le chèque, on leur a demandé s'ils ne s'étaient pas trompés. Ben, ils disent non, parce que on est tellement... ils sont allés voir sur le site ce qu'était notre association, ce que l'on faisait depuis le début. Eh bien, ils nous ont dit qu'ils étaient sidérés parce que c'était vraiment le profil de personnes qui ne donnent pas jamais, mais ils disent on ne sait tellement pas où ça va que là, on ne vous connaît pas vous, mais on a vu ce qu'était votre association. Maintenant, on sait un petit peu ce qu'elle fait dans notre région depuis 15 ans. On arrondit la somme. Voilà. Et cette année, on va avoir un accueil aussi au refuge au mois d'août qui sera, je suis sûr, j'en suis persuadé, très très bien. Alors, il faudra prendre vos inscriptions parce que le refuge est également un peu plus petit. Date à définir, on en a parlé tout à l'heure pour le concours de boules. Et je crois également, Jeff, Laurent et Jean-Jacques, normalement il devait y avoir comme on a eu 2 ou 3 fois, des baptêmes de courses, de voitures de course, au circuit de Montbeugny-Près-Moulins. Cette année, ça devait être fait au même endroit, sauf que le site est déjà loué toute l'année. Alors je crois qu'il va y avoir l'étude d'une autre manifestation. Je ne sais pas si Jeff est ici. Je suis là. Oui, tu as prévu une idée? En fait, c'est en cours de cogitation. On a plusieurs projets et bon, on va vous annoncer ça prochainement. Voilà. Mais pour l'instant, il n'y a rien d'arrêté. On sait déjà qu'il y aura quelque chose, c'est déjà le principal. La décision est prise. Ouais. Maintenant, l'organisation reste à faire avec la date, mais on vous tiendra au courant. Bon, alors on voit déjà qu'il y a du grain à moudre. Et maintenant, on va parler d'un autre défi qui est un petit peu plus... c'est celui de maintenir notre site internet à jour. C'est un gros travail. Lucie, si tu veux un petit peu nous parler de ce que tu as fait cette année. Hein?
de la mise à jour, qu'est-ce qui a été fait, comment tu l'as organisé? Des vieilles douleurs qui se reprennent? Non, il n'y a pas grand-chose à dire. En fait, c'est simplement que vous pouvez retrouver tous les événements, tous les défis sur le site. Donc, surtout, allez sur le site défianthony.org. Et puis, du coup, vous pouvez connaître les défis à venir, ceux qui sont passés. Vous pouvez également télécharger les bulletins de parrainage si vous souhaitez en faire. Il y a également tous les articles de presse qui ont été rajoutés depuis la création de l'association en 1998. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas encore vraiment l'association, ça vous permet d'avoir une vue depuis les origines. Et puis quoi d'autre? Et puis on a des informations professionnelles sur la maladie. Oui, il y a un relais également professionnel. Et puis bientôt, on aura des liens qui nous renverront vraiment vers des informations très pertinentes sur d'autres sites professionnels. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller. C'est une bonne source d'information. Également, il y a des liens sur YouTube et Facebook pour revoir tous les petits films. Voilà, vous pouvez retrouver toutes les photos, tout le dynamisme de l'association. Et tout ça, c'est quand même un travail important, alors merci. Et ce site, l'hébergement nous est financé par un ami, Guy Boussan. C'est possible, hein? Alors, on a vu ce qui s'est passé cette année. Maintenant, on va vous parler un petit peu du bilan financier. Les comptes, comme d'habitude, ont été visés par Emmanuelle Chapuis, directrice et commissaire aux comptes à la fiduciaire de France à Mâcon. Service qu'elle nous rend gracieusement. Et Jean-Jacques, tu pouvais nous présenter le bilan ? Alors, ce bilan. Alors, pour les adhésions, donc il y en a eu 8 281 €. Pour les défis, 16 062,57 €. Avec le défi Anthony Flégère, 2350 €. Le défi du Pressé, défi de Chantal et Alexis, 220 €. Le livre d'André Livet, 229 €. Le défi des copains du défi à Chassigny-Soudain, avec les tirs à la lyonnaise à Chauffaille, 4 830,15 €. La marche de Saraco, 870 €. Le défi Pont-de-Vaux, chorale de Pont-de-Vaux et Coligny, 1145 €. Théâtre des Tensioarous, 1062 €. La brocante à Charolles, 4 253,10 €. Le défi Cinéma l'Odyssée de la Clette, 638,32 €. Vente de DVD concert Claude Delangle, 465 €. En divers, 9 488,98 €. En dons, 2530 €. Le groupe théâtral de Saint-Symphorien des Bois, 500 €. L'amicale du Centre Charolles, 200 €. Le comité des fêtes de Saint-Symphorien des Bois, 150 €. La chorale de Viry, 400 €. Caté enterrement pour 3 567,01 € de M. Labrie, M. Gagnère, M. Livet, M. Magnin, M. Dardouillet, Mme Buteau, Mme Morin, M. Rollet. Mariage, 548,79 €. M. et Mme Bennetière-Chuseville, M. et Mme Tri, M. et Mme Laroche-Jomain, M. et Mme Auclair, M. et Mme Raffort-Garcherie, M. et Mme Quelin. Subvention des communes pour 1085 €, avec Saint-Edmond, Montsol, Dio, Anglure-Soudain, Curbigny, Saraco, Ligny-en-Brionnais, Vareille, Varennes-Soudain, Saint-Julien-de-Sivry, Mussy-Soudain, Saint-Martin-de-Bixi, Amonzé, Tancon, Sary, Vauban, Châtenay, Viry,
Marcy-Laguers, La Chapelle-Soudain et Bois-Sainte-Marie. Intégré et capitalisé sur l'année de 508,18 €, soit un total collecté pour 2013 de 33 832,55 €. Voilà. Donc merci à vous et merci pour eux. On va donc maintenant procéder à la remise des chèques. Remise des prix. Non mais, voilà. Au début, on avait pensé à faire ça au début. Mais ça allait... Bon, on avait peur que vous partiez. Vous pourrez ensuite poser... Il y a 66% qui sont déductibles des impôts. Je vous rappellerai également qu'on a quelques petits objets à vendre, les maillots et casquettes, qui nous servent à financer quelques petits frais. Alors n'hésitez pas, si vous voulez vous habiller chaudement pour l'hiver, vous avez un choix de produits de première qualité. Voilà le mannequin. On a également les DVD de... Parce que ça, on pense qu'on voudrait arriver au 10 de platine. On n'a pas de prétention autre. DVD du concert, de l'intégrale du concert de Claude Delangue. Vous avez vu que cette année, on en a déjà vendu plus de 50, alors... Il y a de la marge. Il y a de la marge. Mais c'est bien. C'est bien. On n'est pas au bout de voilà, on peut faire du commerce. Donc n'hésitez pas pour tout ça. J'ai quand même maintenant un tas de remerciements, principalement aux établissements experts Laclette, l'établissement Merlin, qui nous prêtent et qui nous installent la sono comme chaque année. France Boisson à Laclette qui nous offre le verre de l'amitié. La pâtisserie L'Allemand à Mâcon qui nous offre les brioches. Et je crois même cette année qu'ils nous les amènent. Alors c'est sympa. C'est pas des brioches, mais c'est encore mieux, alors c'est la surprise. Ah, il fallait le dire. Motive Intérim à Laclette qui finance les envois des courriers que vous avez reçus. La société Bollé à Lyon qui nous imprime le journal annuel. La municipalité de Saint-Symphorien pour le prêt de cette salle, comme à l'habitude. Tous les bénévoles dont vous faites partie la plupart du temps, qui œuvrent sans compter pour le bon déroulement de toutes les activités, et tous ceux qui nous aident pour cette soirée. Merci enfin à vous. Vous avez quand même le mérite de venir passer une soirée que j'espère agréable. Mais nous, on est vraiment très heureux que vous fassiez honneur à notre Assemblée Générale. Merci. Voilà, on va terminer par la remise des chèques. C'est marrant, on peut faire Ah, non, non, non. Voilà. Oui. On n'est pas paradis là. C'est pour la dépêche de la chapelle. Voilà.